Donc on va pouvoir maintenant passer au dossier numéro 2. Le dossier numéro 2. Donc c'est un dossier un peu plus urgence. Vous êtes médecin de garde au SAMU de votre région et appelé pour un accident de la voie publique impliquant 2 véhicules, contenant chacun un passager. D'après les témoins, le choc a été frontal et violent. Le régulateur du SAMU décide d'envoyer 2 équipes sur les lieux. Il y a une femme de 40 ans, un homme de 20 ans et vous vous occuperez de l'homme de 20 ans. La question numéro 1 concerne la question examen clinique sur place. Donc ça, c'est toujours extrêmement compliqué. L'examen clinique, c'est une question un peu fourre-tout, mais c'est un élément essentiel de votre activité et ça permet d'orienter par la suite pas mal des procédures, des étapes que vous allez réaliser pour le soin de votre patient. Peu importe votre technique de rédaction, la question examen clinique elle comporte à peu près toujours les mêmes choses. Des éléments anamnestiques, tous les antécédents, pourquoi est-ce qu'il vient vous voir, l'histoire de la maladie, etc. C'est tout ce qu'on va aller recueillir à l'interrogatoire. Des éléments factuels, la mesure des paramètres vitaux, les constantes, qui ne sont justement pas constantes. Quelque chose qui va dans le sens d'un diagnostic positif de quelque chose qu'on recherche, et quelque chose qui va dans le sens d'un diagnostic différentiel ou diagnostic négatif pour éliminer une étiologie particulière qu'on tient particulièrement à éliminer. Là, dans le cadre de l'accident de la voie publique, ce qu'on cherche à éliminer, c'est toutes les complications majeures dites réanimatoires qui vont mettre en jeu à court terme le pronostic vital du patient. Complications hémodynamiques, complications respiratoires et complications neurologiques, sachant qu'on va traiter dans l'ordre les complications respiratoires, puis circulatoires et neurologiques. On a assez peu de moyens de le faire, on peut préserver au maximum le cerveau, mais les traitements directs ne pourront se faire qu'en milieu hospitalier. Donc la partie interrogatoire. L'interrogatoire, ce sera celui du patient, mais également de l'entourage, des pompiers, des témoins, toutes les personnes qui pourront donner des informations sur l'incident et l'accidenté. Donc, ce qui vont concerner la victime avec son âge, son identité, ses antécédents, les traitements en cours, notamment traitement anticoagulant, traitement hypoglycémiant, je ne sais pas quoi, prise d'alcool ou de toxiques, et concernant l'accident, les circonstances du survenu, la cinétique et le mécanisme du choc, le nombre de victimes et leur gravité. Ce sont des éléments extrêmement importants, parce que ça va permettre de prévoir quel type de lésion on va aller rechercher particulièrement. Et le nombre de victimes est important, parce que s'il y a au moins une personne décédée sur un accident de la voie publique, même à faible cinétique, on va considérer toutes les personnes impliquées comme étant potentiellement à fort risque de complications sévères. L'examen physique complet. Donc, ça sera un examen qui sera, comme je l'ai dit, à la recherche d'une défaillance respiratoire, hémodynamique et neurologique, en respectant toujours l'axe tête-cou-tronc, jusqu'à preuve du contraire. Dans ce genre d'accident, le patient a une lésion cervicale. On va rechercher des signes fonctionnels comme des douleurs, des dyspnées, une désorientation, des troubles de la vision, céphalée, tous les éléments qui pourraient orienter vers une pathologie particulière si le patient est capable de répondre. On va mettre en place un scope cardio-tensionnel, on va mesurer les paramètres vitaux. On va examiner les voies aériennes supérieures, faire une auscultation cardio-pulmonaire, un examen neurologique complet, bilatéral et comparatif, avec l'examen des pupilles, la recherche d'un déficit sensitivo-moteur aux 4 membres et le calcul du score de Glasgow. Le score de Glasgow a été validé uniquement dans cette cohorte-là de patients, des patients polytraumatisés, et sert à catégoriser les patients en 2 types, les patients qui ont un traumatisme crânien grave et les patients qui ont un traumatisme crânien non grave. Traumatisme crânien grave, Glasgow inférieur à 8, c'est-à-dire un patient dans le coma, ce qui est en général pas l'état physiologique de base, ou Glasgow supérieur à 8, et auquel cas, on va suivre de très près l'évolution. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas grave, mais l'urgence est un petit peu moins grande puisqu'on va pouvoir suivre de près l'évolution et on verra apparaître les aggravations neurologiques. Le score de Glasgow se compose de 3 éléments, un score moteur, verbal et l'ouverture des yeux, côté de 4, 5 et 6. Vous trouverez ça dans tous les livres d'urgence réanimation. Le Glasgow le plus bas est de 3, le Glasgow maximum est de 15. On va rechercher également une hémorragie active. On va palper l'abdomen, le bassin. On va rechercher une fracture, déformation. On va palper les pouls périphériques, ça je l'ai déjà dit. Et on va réaliser 2 éléments que j'ajouterai à l'examen clinique. Donc on a fait, en plus de l'ECG, on fait
un hémoglucotest pour voir la glycémie, notamment du patient inconscient, et on va pouvoir réaliser un hémoQ. Un hémoQ, c'est la mesure de l'hémoglobinémie capillaire qui va permettre, même si c'est un très mauvais reflet du taux d'hémoglobine plasmatique, de savoir si le patient a été exsanguiné ou pas. En résumé, on va rechercher les complications mettant en jeu le pronostic vital et chercher ce qu'on peut corriger rapidement. Une hémorragie sur un membre périphérique, ça peut se traiter par un garrot. Après, il y a des trucs effectivement qu'on ne pourra pas traiter de façon évidente sur place. Alors que vous êtes en train d'examiner votre patient, la seconde équipe de SAMU débute des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire sur la victime A. On comprend qu'elle est maintenant en asystolie et je vous demande quelle est la manœuvre de réanimation à entreprendre. Sans vouloir être moralisateur, il n'est pas envisageable qu'un étudiant en médecine ne connaisse pas de façon sous-corticale le traitement de l'arrêt cardiaque. C'est pas compliqué, ça se trouve dans tous les textbooks, ça se trouve sur Internet, vous tapez recommandations arrêt cardiaque, sur le site de la SFAR, sur le site de la Société française de médecine d'urgence. Il faut que vous le connaissiez. À titre personnel et surtout le jour de l'internat, je pense que ça fera partie des questions que le correcteur ne pardonnera pas, sur lesquelles le correcteur ne laissera pas passer d'erreur. On connaît tout sur le bout des doigts et c'est pas très compliqué. En pratique, le patient a mis un décubitus dorsal sur un support solide, la tête en extension, légère extension pour libérer les voies aériennes supérieures et débute alors la réanimation cardiopulmonaire. La réanimation cardiopulmonaire se concentre autour d'une notion simple, le massage cardiaque externe. Massage cardiaque, massage cardiaque, massage cardiaque. Il faut masser, il faut s'arrêter de masser le moins possible et c'est l'activité principale de la réanimation cardiopulmonaire. Plus important que les drogues, plus important que le reste, masser. Le massage se fait au rythme de 100 compressions par minute. Le temps de compression doit laisser le temps à un temps de décompression de durée égale et le rythme, c'est, quand on est tout seul ou à deux, 30 compressions pour 2 insufflations. On se relaie toutes les 2 minutes pour éviter d'être trop fatigué. En même temps, on oxygène au masque et on fait une intubation orotrachéale dès que possible. Et on administrera, après 2 minutes, de l'adrénaline toutes les 4 minutes. On dit dans la recommandation c'est toutes les 3 à 5 minutes, autant faire toutes les 4 minutes. 1 mg par toutes les voies possibles, intraveineux, intratrachéal, ça sera un petit peu plus, ça sera 3 mg dilué dans 10 cc, en voie intraosseuse et en réanimation cardiopulmonaire, après avoir fait le moindre geste, c'est-à-dire injecter de l'adrénaline ou faire un choc électrique externe en cas de fibrillation ventriculaire, chacun de ces gestes est suivi automatiquement de 2 minutes de massage cardiaque, peu importe ce qui se passe. J'injecte l'adrénaline, je masse, ça permet en même temps de créer un débit pour permettre à l'adrénaline de remonter et ça permet d'amorcer la pompe qui va permettre une reprise de l'activité circulatoire efficace. De même pour la fibrillation ventriculaire, je choque, je masse 2 minutes et après je regarde ce qui se passe. Après avoir massé 2 minutes, le patient est reparti en rythme sinusal efficace, parfait. Sinon, s'il est toujours dans une de ces 2 branches, la systolie, la fibrillation ventriculaire, on appliquera les traitements adaptés. Tac, tac, tac. On va rechercher également, et ça c'est extrêmement important, surtout dans ce contexte d'urgence, d'accident de la voie publique, une cause curable à l'arrêt cardiaque. C'est dommage de laisser un patient décéder parce qu'il a son dentier qui s'est coincé au fond de son oropharynx. C'est dommage de le laisser mourir parce qu'il a un double pneumothorax qu'il aurait suffi d'exsuffler. Évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut chercher absolument ce qui pourrait être à l'origine de cet arrêt cardiaque. Les facteurs prédominants, c'est l'asphyxie, donc bien libérer les voies aériennes, bien vérifier que le patient est ventilé, donc l'asphyxie elle peut être due soit à une obstruction, soit à un arrêt de la commande parce que le patient est dans le coma. L'hypovolémie, en général sur une perte sanguine. La perfusion, plus ou moins la transfusion, peut permettre de restaurer une activité efficace. Et bien sûr, toujours penser au double pneumothorax. Si on a réalisé une réanimation cardiopulmonaire efficace, bien menée, dans toutes les bonnes conditions, et qu'il n'y a pas de facteur favorisant de neuroprotection, c'est-à-dire dans le contexte surtout l'hypothermie ou la prise de barbiturique,
au bout de 30 minutes, je suis en droit d'arrêter la réanimation cardio-pulmonaire. C'est les recommandations. Les questions qu'on me pose en général sont quand est-ce qu'on administre des bicarbonates? On n'administre jamais de bicarbonate, sauf 3 situations particulières, l'hypercalémie, l'acidose métabolique et une intoxication particulière qui est l'intoxication au tricyclique ou tous les médicaments qui sont stabilisateurs de membrane. Donc c'est terminé pour la question d'arrêt cardiaque, je compte sur vous pour la prendre bien comme il faut. La question d'après, on retourne à notre patient, le jeune homme de 20 ans, et l'examen clinique de notre patient retrouve un score de Glasgow à 15, une ecchymose frontale droite, une plaie du scalp superficielle de 6 cm, un état hémodynamique stable avec une hypertension artérielle, une fréquence cardiaque un peu élevée, une hématose correcte avec une saturation à 100% sous masque à oxygène. L'examen cardio-thoracique est sans particularité, il a mal au niveau des vertèbres lombaires et thoraciques. Il présente par ailleurs une fracture ouverte du tibia droit. On décide d'emmener notre patient en salle de déchocage, d'écrire la prise en charge immédiate et l'ordre d'arrivée en salle de déchocage. La prise en charge par le SAMU, c'est prise en charge de stabilisation, puis, plus ou moins mise en jeu d'une thérapeutique d'extrême urgence et quitter immédiatement le milieu hostile qui est le milieu extérieur pour aller en salle de déchocage, faire le bilan exhaustif des plaies du patient et réaliser des traitements adaptés. Donc ce qu'on va faire sur place, c'est traiter ce qu'il y a à traiter de façon importante, stabiliser et se déplacer. Donc sur place, on va immobiliser le patient, on va immobiliser son rachis avec une minerve rigide, on va lui donner une oxygénothérapie même s'il a une situation normale parce que ça peut toujours se dégrader, son hémothorax peut se développer, il peut tomber dans les pommes, autant qu'il ait des réserves d'oxygène. Le scope cardio-tensionnel est déjà bien posé. On va mettre en place 2 voies veineuses périphériques de bon calibre, 14 ou 16 gauche, afin de pouvoir perfuser rapidement en cas de besoin. On va monitorer MOQ, HGT comme on l'a dit précédemment. Et 2 éléments essentiels sur lesquels j'assisterai énormément, c'est l'analgésie, parce que le patient, mine de rien, il a une fracture ouverte, il a mal, c'est pas bon, c'est mal ressenti, le patient est moins compliant, il a une dépense énergétique beaucoup plus importante, donc il faut absolument l'analgésier et le réchauffer, parce qu'on examine les patients souvent dénudés, on leur a coupé les vêtements, il peut pleuvoir, faire froid dehors, on l'examine en dehors de la voiture, et le froid, c'est à l'origine de, quand il fait très froid, d'augmentation du saignement, majoration des infections, mauvais ressenti par le patient, et ces infections, il faut dire que dans ce contexte, 50% des patients vont avoir une infection du site de fracture ouverte. Et chez ces patients qui ont une infection du site ouverte, il y a plus ou moins 10% qui vont avoir une amputation. Donc il faut éviter le plus possible la survenue d'infection et il faut éviter le plus possible de trop tomber en hypothermie. On peut débuter immédiatement l'antibioprophylaxie par augmentin. On mobilise en bloc dans un matelas coquille et on transfère immédiatement en salle de déchocage. En salle de déchocage, c'est un balai qui est très bien chorégraphié. Ce qu'on met en place, le but c'est de réaliser un bilan exhaustif des lésions du patient pour pouvoir amener le traitement adapté. Comment est-ce qu'on va procéder? Le patient va arriver et les gens qui auront autour, ce sera les infirmières prêtes à le piquer dès le moment où il sera là, l'interne d'anesthésie qui sera habillé de façon stérile, qui mettra les cathés au besoin, le chef d'anesthésie qui a la sonde d'échographie pour pouvoir faire les premières explorations, la machine de radiologie et si on a un peu de chance, le manip qui va avec. Et juste à côté, il y a l'aide-soignant qui est sur le starting block pour apporter les tubes au laboratoire. Quand le patient va arriver, tout le monde va lui sauter dessus. On va lui prélever un bilan complet, je vous l'ai mis, on peut tout cocher. C'est important de faire le bilan. On n'oubliera pas la troponine, il peut très bien avoir une contusion myocardique. Les gaz du sang, les lactates sont aussi un facteur pronostic, un facteur de gravité extrêmement important. Il y a un ECG qui va être fait, un nouvel examen clinique qui va être réalisé pour voir quelle est l'évolution entre le moment où le patient est parti du site, l'évolution pendant le transport et l'évolution à l'arrivée en salle de déchocage.
Et après, on va réaliser les examens d'imagerie nécessaires à faire le bilan des lésions. Les examens d'imagerie, c'est la radiologie de radio, radiographie du thorax, radiographie du bassin. On abandonne la radiographie cervicale, c'est plus à l'ordre du jour, ça fait perdre du temps, c'est mal fait, c'est pas informatif. La radiographie du thorax et la radiographie du bassin sont extrêmement importantes car elles peuvent orienter vers un traitement adapté. Soit on a une dislocation du bassin, on va aller par exemple vers l'embolisation, soit on voit qu'on a un pneumothorax qu'on va aller drainer avant d'aller au scanner, un hémothorax qu'on va aller drainer avant d'aller au scanner. Ça permet d'aller au scanner qui est un milieu extrêmement hostile dans lequel on a faible mobilité autour du patient, dans lequel il y a peu de personnel pour s'occuper du patient et on a peu de matériel. Et donc on ne va pas au scanner avec un patient qui n'est pas absolument stable. On va réaliser également une échographie des séreuses qui s'appelle une fast échographie. Fast veut dire rapide, mais c'est aussi l'anagramme de Focused Assessed Sonography for Trauma, et qui consiste à aller regarder les deux plèvres pour voir s'il y a du jus à l'intérieur, le péricarde pour voir s'il y a un épanchement, et le péritoine également pour voir s'il y a un épanchement. Tous ces examens, ils sont là pour deux choses. Empêcher les catastrophes de se perpétuer, c'est-à-dire il y a un hémothorax, un pneumothorax, un double pneumothorax, on sait que ça peut se compliquer, il faut aller le drainer avant de faire quoi que ce soit. Et secondo, ça peut être une orientation pour une chirurgie urgente ou un traitement urgent pour un patient qui est instable. Qu'est-ce qu'on va appeler instable? C'est, dans cette situation-là, un patient qui, malgré remplissage adapté et drogue vasoactive, n'arrive pas à atteindre une tension artérielle systolique entre 75 et 80. J'ai un patient qui arrive qui est hémodynamiquement instable, je pose la sonde d'échographie, j'ai du liquide dans le péritoine, le patient passe en chirurgie digestive immédiatement. La même chose dans le thorax, hop, on passe en chirurgie thoracique, dans le cœur, il faut aller lui drainer le péricarde, le bassin est disloqué, on pourra aller en embolisation si nécessaire, et ainsi de suite. C'est des examens d'orientation qui permettent de faire des diagnostics extrêmement sommaires, grossiers, mais qui peuvent déterminer du pronostic vital de votre patient. Par ailleurs, après avoir réalisé ces examens, on va pouvoir lui faire la sérothérapie antitétanique et une fois qu'il sera stabilisé, on va pouvoir, après l'avoir un petit peu rempli, réanalgésier si nécessaire, l'emmener au body scanner, si pas d'indication au bloc opératoire d'emblée. Le body scanner, c'est un premier temps cérébral sans injection, puis un temps d'injection intermédiaire pour lequel on va faire un passage de la tête aux pieds et tout regarder, avec notamment une reconstruction cervicale et reconstruction des vaisseaux. On n'oubliera pas de mettre des concentrés globulaires en réserve à la banque du sang, surveiller l'examen clinique et le taux d'hémoglobine. On va prévenir le réanimateur et le chirurgien de garde. La prophylaxie antitétanique et l'antibronchoprophylaxie, on en a déjà parlé, et on va surveiller le patient comme du lait sur le feu. Question numéro 4. Après réalisation de certains examens complémentaires, votre patient est de retour en salle de déchocage. Vous en récupérez les résultats, interprétez l'iconographie proposée dans l'énoncé. Donc l'iconographie, c'est un scanner cérébral et il a l'air manifestement normal. Et effectivement, le scanner cérébral est normal. Je vais en profiter pour faire un tout petit point sur la sémiologie du patient traumatisé crânien et certains éléments en particulier. Si je m'intéresse au traumatisme crânien grave, qu'est-ce que je vais aller rechercher chez les patients qui ont un traumatisme crânien grave à qui j'ai réalisé un scanner? Lui, ce n'était pas tout à fait le cas, mais mettons-nous en situation. Je vais aller chercher une embarrure, fracture du crâne, un hématome sous-dural, un hématome extradural, une hémorragie intracrânienne, hémorragie méningée, je vais mettre ça ensemble, et œdème cérébral et ses conséquences. En termes de gravité, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'il y a de plus grave, c'est l'hématome extradural. L'hématome extradural, c'est effectivement ce qu'il y a de plus rapide, en général foudroyant, mais en termes de pronostic, l'hématome sous-dural est nettement pire. Et encore inférieur
aux hémorragies intracrâniennes directes. Pourquoi? Revoyons un peu la constitution du crâne. J'ai de l'os, une membrane extrêmement rigide collée à l'os par ce qu'on appelle des sutures, une membrane beaucoup plus fine en dessous, avec un réseau en dessous, une sorte de maille comme de la dentelle, c'est l'arachnoïde, un espace où circule du LCR, l'espace sous-arachnoïdien, une membrane quasiment invisible directement au contact des neurones, c'est l'apimère. La gravité, elle va d'importante ici à faible là, et on comprend bien pourquoi. Une fracture. L'embarrure, en soi, c'est pas tellement grave, c'est douloureux, évidemment, ça peut avoir des répercussions s'il y a une lésion directe du cerveau, ça peut même être à l'origine d'une embolie graisseuse, on va en discuter tout à l'heure. Mais une embarrure, finalement, c'est ce qu'il y a de moins grave en termes de traumatologie visible intracrânienne. Ensuite, j'avance un petit peu. L'hématome extradural, dural, la dure mère, extra à l'extérieur, donc il survient entre la dure mère et l'os. À ce niveau, ce qui passe sur l'essentiel de la périphérie du crâne, c'est des vaisseaux de type artériel, des branches de l'artère méningée moyenne. C'est souvent associé à une fracture du crâne et c'est la lacération par la fracture ou par le choc de ce petit vaisseau artériel. Ce vaisseau artériel va être l'origine d'un hématome qui va rapidement se constituer et en fait cet hématome il ne va pas être parlant cliniquement initialement parce que ces vaisseaux ne sont pas à destinée cérébrale directement, ils ne sont pas à destinée des neurones. Et on va avoir une symptomatologie qui va survenir quand cet hématome va prendre suffisamment de volume pour exercer un phénomène pressif sur le reste du cerveau, développer de l'hypertension intracrânienne et les troubles de conscience qui vont avec. Ce qui explique très bien la symptomatologie de choc, intervalle libre dans lequel va se développer l'hématome, je rappelle, à partir de saignements issus de vaisseaux qui ne sont pas à destinée cérébrale, et symptomatologie très importante. En général, quand on voit cliniquement la répercussion de l'hypertension intracrânienne, il y a déjà un hématome qui est très important, et c'est compliqué. Le traitement, il est finalement assez simple. Un coup de chignole dans le crâne, j'aspire l'hématome, cet hématome n'a rien disséqué de particulier dans un espace virtuel, et je coagule le vaisseau. Évidemment, dit comme ça a l'air facile, c'est pas toujours simple, mais le traitement est pas trop compliqué. L'hématome sous-dural, c'est une autre affaire. L'hématome sous-dural, donc dural, la dure mère, sous, c'est en dessous, donc c'est entre la dure mère et l'arachnoïde. Les vaisseaux qui passent à ce niveau-là, c'est des vaisseaux essentiellement veineux. C'est des vaisseaux veineux qui sont d'origine cérébrale, et donc les répercussions vont être tout à fait différentes. Déjà, en général, c'est des lésions d'arrachement. C'est la décélération, c'est le contre-coup, et l'arrachement de plusieurs vaisseaux veineux va être à l'origine de la constitution d'un hématome qui est beaucoup plus au direct en contact du crâne. Il n'y a pas de membrane rigide qui le sépare du cerveau, du parenchyme cérébral, et il va y avoir une compression directe de zones du cerveau, il va y avoir constitution d'œdème cérébral puisqu'on va comprimer des petites veines et si on a une pression d'entrée artérielle et pas de pression veineuse de sortie, on va avoir un souci et donc de l'œdème qui va se produire. Il va y avoir une symptomatologie clinique assez importante et le traitement, il n'est pas évident du tout puisque ce n'est pas en retirant l'hématome que je vais forcément améliorer le pronostic du patient. Les conditions d'intervention sont extrêmement obscures, il y a des trucs qui sont assez clairs, elles ne sont pas à connaître pour le CN. En ce qui concerne la représentation iconographique, l'hématome extradural qui se développe ici va pousser la dure mère, mais qui reste collée par les zones fibreuses. D'un côté, on a le crâne, de l'autre, on a la membrane fibreuse qui est distendue, ce qui explique la lésion en lentille biconvexe. L'hématome extradural, par contre, va appuyer sur une zone de moindre pression, dans laquelle il y a essentiellement du liquide, et derrière, à l'intérieur des zones de moindre pression, dans les citernes de LCR. Et donc, ça va expliquer cette forme de croissant. L'hématome intraparenchymateux, l'hémorragie méningée, c'est ce qui survient en dessous,
avec forcément une symptomatologie extrêmement localisée pour l'hématome intracérébral. L'œdème cérébral, en soi l'œdème cérébral n'est pas forcément une catastrophe, sauf que ça perturbe assez légèrement le fonctionnement des neurones. Par contre, l'œdème cérébral va exercer dans une boîte qui n'est pas extensible un phénomène pressif qui va être à l'origine de compressions vasculaires et tissulaires, et ces compressions vont être à l'origine d'engagements, et les engagements peuvent être sous-falcoriels, temporaux ou occipitaux, et aboutir à la compression de la formation réticulée activatrice ascendante du tronc cérébral et au décès du patient. Donc voilà pour ce petit rappel. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me reposer la question sur le site internet. On arrive à la question numéro 5. Les autres examens d'imagerie retrouvent une fracture instable de T7 et des processus transverses de L2. Pas terrible. La fracture du tibia droit est simple, biaphysaire, et les décidé de transfert de votre patient au bloc opératoire d'orthopédie. Il y a un premier bilan qui est réalisé. On demande quelles sont les anomalies qui sont présentes. Donc les anomalies qui sont présentes sont une alcalose respiratoire, et elle est secondaire à quoi? À l'hyperventilation, qui est due à quoi? À la douleur. Quand on a mal, on hyperventile, et on peut développer une alcalose respiratoire pure. Deuxième élément, c'est l'hyperleucocytose. Si on l'avait, on aurait également une hyperglycémie. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la vidange surrénale, à l'élévation des catécholamines plasmatiques, due à la vidange des surrénales en cas de stress. Tachycardie, hypertension, les yeux dilatés, relâchement des muscles lisses, hyperleucocytose, hyperglycémie, c'est des signes de défense extrêmement primitifs, et on n'est pas étonné de voir ça dans cette situation. Votre patient arrive au bloc opératoire d'orthopédie, l'induction de l'anesthésie et de l'intubation se déroulent normalement. Quelques minutes plus tard, alors que votre patient est en train d'être mis en position pour la chirurgie, la tension artérielle chute, il devient tachycarde, la saturation baisse, il y a des plaques urticariennes, un tableau typique de choc anaphylactique. Donc je vous pose la question, quels sont les diagnostics évoqués les plus probables? Là, le tableau est caricatural, on est quasiment certain que c'est un choc anaphylactique, mais il faut évoquer également d'autres étiologies. Donc je dis, dans le contexte et les signes cliniques survenus dans choc anaphylactique, c'est l'hypothèse la plus probable, et ça il faut le préciser quand on vous le demande. Les diagnostics différentiels sont le choc hémorragique, c'est pas parce qu'il n'a pas saigné avant qu'il ne peut pas saigner par la suite. Le choc cardiogénique, qui peut être secondaire soit à une tamponnade, soit à une embolie graisseuse, soit à une contusion myocardique, soit à un truc qui va vous sembler un peu obscur, mais c'est assez simple. On va appeler ça le choc spinal ou section de moelle. Et en fait, ça consiste en une section de moelle, en fait, donc une lésion à l'intérieur de la moelle épinière qui va supprimer le signal, l'influx issu du système nerveux sympathique. Et le système nerveux parasympathique, en général, a fait relais de façon beaucoup plus haute dans les ganglions paravertébraux. Le système sympathique n'étant plus actif et le système parasympathique continue à décharger, on a une perte totale du tonus vasomoteur, un relâchement des vaisseaux, et donc une hypovolémie relative qui peut être à l'origine d'un état de choc. Dans les bases de données des premiers sujets qui ont été présentés pour l'ECN, il y avait un sujet, pour démontrer à quoi ça ressemblait, il y avait un sujet de skieur qui chutait d'une falaise, blablabla. On se demandait comment expliquer l'état de choc, et les deux étiologies qu'attendaient les correcteurs, c'était le choc hémorragique et le choc spinal. Donc je n'ai pas tiré dans les coins en le choisissant. Et c'est le quotidien de toute personne qui travaille en salle de déchocage. L'embolie graisseuse, c'est quoi? L'embolie graisseuse, c'est quand on a une fracture d'os, en général c'est des os longs, mais ça a déjà été décrit avec tous les os. C'est une embolie d'un tissu une embolie qui contient à la fois un peu de cruor, un peu d'éléments de coagulation et surtout de la graisse qui va aller causer une symptomatologie essentiellement neurologique, respiratoire puisque c'est veineux, neurologique si par exemple il y a un foramen ovale, et des réactions inflammatoires majeures. Cette graisse qui ne se situe pas à un endroit où elle devrait se situer normalement est à l'origine de l'attraction de cellules immunitaires et de conséquences derrière qui peuvent même aller jusqu'à un tableau proche d'un sepsis-like. Dans ce contexte, l'embolie graisseuse elle peut être importante
et à être à l'origine d'une vraie obstruction veineuse, comme une embolie fibrino-cryorique, type embolie pulmonaire. Quelle est votre prise en charge de cet épisode? Là encore, la prise en charge du choc anaphylactique, c'est extrêmement bien codifié. Vous pouvez trouver les recommandations de traitement du choc anaphylactique sur Internet, sur le site de la SFAR notamment. Et donc, le traitement, ça consiste déjà à arrêter d'administrer le médicament allergisant, corriger la tension artérielle et le traitement de choix, de prédilection. Et celui qu'il faut administrer, le premier mot qui doit vous venir à l'esprit, c'est adrénaline. L'adrénaline arrête la dégranulation mastocytaire, l'adrénaline corrige l'hyporéactivité vasculaire, l'adrénaline corrige la perte de perméabilité vasculaire, un petit peu. Et c'est le traitement qu'il faut administrer. Tout le reste, c'est cautère sur jambe de bois ou efficace tardivement. Donc, expansion volémique, adrénaline, arrêt des allergisants. Le reste, vous l'avez dans la correction un peu plus en détail. Il faut prélever 3 tubes, histamine, trypsine et IgE spécifique pour vérifier que c'est bien un choc dû à une libération d'histamine, que c'est une libération IgE médiée et pour savoir quels sont les IgE qui sont à l'origine de cette allergie. Il faut également faire une déclaration au Centre régional de pharmacovigilance. Et dans les autres éléments qu'on n'a pas oublié, c'est choc anaphylactique, c'est le plus probable, mais il ne faut pas oublier de faire des examens pour éliminer les autres étiologies, HemoQ puis NFS, recherche d'enseignement actif, examen neurologique pour vérifier s'il n'y a pas une section médulaire, plus ou moins échographie cardiaque si on pense à une tamponnade ou une embolie pulmonaire. Votre thérapeutique est efficace, il est décidé de poursuivre l'intervention après stabilisation de l'état hémodynamique du patient. L'intervention est réalisée dans des conditions techniques difficiles, c'est-à-dire en termes chirurgicaux que c'était compliqué et que ça a saigné partout. L'examen réalisé en post-opératoire en salle de réveil note une paralysie complète du membre inférieur droit. Le patient dit sentir sa jambe gauche froide et insensible à la douleur. Quel diagnostic doit-on avant tout évoquer dans cette situation? Donc reprenons. Je vais nettoyer un petit peu mon tableau. Vous avez un portrait robot extrêmement fidèle de Monsieur B. Et Monsieur B dit sentir sa jambe gauche froide et insensible à la douleur. Gauche, réseau ascendant. Et paralysie complète du membre inférieur droit. Paralysie égale réseau descendant, réseau moteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un des réseaux qui fait la jonction, enfin qui bifurque au niveau de la moelle. C'est évidemment le système. Donc, le système moteur, il fait la bifurcation très haut, et le système nerveux sensitif fait bifurcation au niveau à son niveau d'intérêt. Donc si on a une lésion de moelle, la symptomatologie sensitive, elle sera du côté opposé à la lésion médulaire. Donc on se rappelle, la lésion sensitive, vu que la bifurcation se fait haut, la lésion motrice, vu que la bifurcation se fait haut, elle sera du côté de la lésion. La lésion sensitive, vu que la bifurcation se fait en dessous, donc pour les racines inférieures, ça se fera comme ça, c'est du côté opposé à la symptomatologie. Ce qu'on appelle également, donc c'est un syndrome d'hémisection de moelle droite, syndrome de Brown-Séquard, j'en parlerai que Séquard est français. Si la complication neurologique est fixée, quelles échelles permettraient d'évaluer le handicap de votre patient? Les 2 échelles principales que j'utiliserai, c'est la mesure d'indépendance fonctionnelle ou l'échelle de Bartel. Ça, c'est des échelles spécifiques. Quand on n'a pas d'échelle spécifique, on peut utiliser toujours des échelles génériques. Et les 2 seules que je connais, c'est des échelles ADL pour Activity of Daily Living ou IADL pour Instrumental Activity of Daily Living. On me demande pourquoi est-ce que c'est faux de mettre la grille Agir. Je pense que je ne suis pas un spécialiste, mais la grille Agir, c'est
une grille qu'on va utiliser pour classifier les patients qui peuvent ou non avoir l'APA, l'association personnalisée d'autonomie, l'allocation personnalisée d'autonomie, et qui s'intéresse beaucoup plus à l'autonomie du patient plus qu'à son handicap, même si ça peut en faire partie. Il vaut mieux utiliser quelque chose qui va s'intéresser au déficit physique ou au handicap spécifique du patient dans ce cas-là.